Très heureux de vous retrouver pour vous présenter les faits marquants de l'actualité. Bonsoir à tous et bienvenue en ouverture. Nouvelle ère à l'Assemblée nationale. Les députés adoptent un règlement intérieur revisité, un consensus rare qui cache pourtant des divisions persistantes sur des points clés. Derrière les sourires de façade, les batailles politiques restent bien présentes. Le texte marque un tournant institutionnel mais ne met pas fin aux tensions dans l'hémicycle. Bachir Fofana sous les verrous. La presse s'alarme. Le journaliste poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles sur un marché public controversé est placé sous mandat de dépôt. Il sera jugé en flagrant délit le mercredi 3 juillet 2025 au tribunal de Dakar. Son emprisonnement ravive le débat sur la liberté d'expression au Sénégal. Les universités sénégalaises en grande détresse. Le SATUC alerte sur une crise structurelle qui s'installe dans le secteur de l'enseignement supérieur entre manque de moyens, retard et promesses non tenues. L'avenir académique inquiète. Le 7e congrès du syndicat met en lumière une urgence trop longtemps ignorée. Et pour refermer ce sommaire football, le titre de champion se joue sur un dernier souffle. Jaraaf et Gorée se disputent la couronne au coude à coude. Tout se décidera lors de la 30e et ultime journée de Ligue 1 avec un léger avantage pour les Médinois. Le suspense est total. Les fans de foot retiennent leur souffle jusqu'au coup de sifflet final. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer. C'est un nouveau chapitre institutionnel qui s'ouvre au sein du Parlement. L'Assemblée nationale a adopté un nouveau règlement intérieur, fruit d'un consensus entre les différentes sensibilités politiques. Ce texte révisé, introduit des réformes importantes, mais certains points sensibles continuent de diviser les parlementaires. Mamadou Kanté. L'Assemblée nationale dispose désormais de nouveaux règlements intérieurs. C'est un texte qui est fondé sur 3 principes directeurs. Le premier principe directeur, c'est de faire de telle sorte que l'Assemblée nationale, assumant sa responsabilité souveraine, joue pleinement son rôle de vigie, son rôle de contrôle des politiques publiques et son rôle de législateur. Ce texte est le fruit d'un travail collégial mené par un comité ad hoc regroupant les représentants de tous les blocs parlementaires, majorité, opposition ainsi que non-inscrits. Il s'agit d'une révision de l'ancien règlement intégrant plusieurs réformes de la procédure législative. Je veux souligner un point qui me tient particulièrement à cœur, c'est le rôle ou la reconnaissance, en tout cas du rôle des députés non inscrits. Ce texte consacre enfin leur place dans les instances de décision, notamment à la conférence des présidents. Ce nouveau règlement intérieur également nous a permis d'arrêter le débat sur la parité au moment de la constitution du bureau de l'Assemblée nationale. Le nouveau règlement introduit aussi des innovations destinées à renforcer les règles du jeu démocratique au sein de l'hémicycle. La création d'un comité permanent d'évaluation des politiques publiques, par exemple, est un pas décisif. La chaîne parlementaire, je pense que ça aussi, c'est révolutionnaire. Mais certains points ont fait l'objet de vives polémiques entre parlementaires, notamment autour de la fréquence des passages du Premier ministre à l'Assemblée. C'est ceux qui avaient boycotté le dernier passage du Premier ministre qui réclament maintenant sa présence. Monsieur le Président, ce débat est très gênant. Vous savez pourquoi il est gênant? Parce qu'on veut le personnaliser. On veut penser que ce que nous avons dit concerne le Premier ministre Ousmane Sonko. Non, ça concerne le Premier ministre du Sénégal, qui qu'il puisse être. Des questions clés comme le nombre de députés requis pour former un groupe parlementaire ou encore les modalités de fonctionnement de la Haute Cour de justice sont restées en suspens. La loi organique adoptée, les députés exigent désormais sa mise en application avec rigueur en toute impartialité. Dans la foulée de ce débat parlementaire, les critiques fusent sur la gestion budgétaire du pays. L'État du Sénégal vient de rendre publique la loi de finances rectificative pour l'année 2025. Papa Malick Ndour, économiste et cadre de l'Alliance pour la République, tire la sonnette d'alarme. Il estime que le régime actuel, en 2 ans seulement, a dépassé le niveau d'endettement contracté par Macky Sall en 5 ans sans livrer les résultats attendus. Il dénonce l'absence
de réalisations concrètes et fustige l'opacité dans l'utilisation des ressources empruntées. Il pointe aussi du doigt la hausse significative des budgets de l'Assemblée nationale et de la primature qu'il juge difficilement justifiable. Pour Pape Malick Ndour, cette gestion remet en cause la cohérence du projet de rupture brandi par le gouvernement et de conclure ironiquement: à ce rythme, mieux vaut créer un ministère de la dette. En parallèle, un autre front judiciaire attire l'attention, celui qui vise le journaliste Bachir Fofana, placé sous mandat de dépôt pour diffusion de fausses nouvelles. Il sera jugé en flagrant délit le mercredi 3 juillet 2025 au tribunal de Dakar. À la suite de son inculpation, de son interpellation, voilà, les contours de l'affaire se précisent. Convoqué par la division spéciale de la cybersécurité, Bachir Fofana est poursuivi pour des propos tenus dans les médias concernant l'appel d'offres lié à l'achat de véhicules pour les députés. L'affaire relance le débat sur la liberté d'expression et ses limites au Sénégal. Cela fait maintenant 3 jours que Bachir Fofana est maintenu en garde à vue dans le cadre d'une affaire qui continue de faire grand bruit. Il est retenu à la division spéciale de la cybersécurité suite à une plainte déposée pour diffusion de fausses nouvelles. Son dossier suscite de vives réactions au sein de l'opinion publique. Sur le plateau de MNF ce mercredi, le journaliste Madiambal Diagne a publiquement exprimé son soutien à Bachir Fofana et a appelé à sa libération. Il faut libérer Bachir Fofana. La plainte déposée par le président de l'Assemblée nationale, sur la base de laquelle il est retenu, ne justifie même pas une convocation, encore moins une garde à vue. Je l'ai d'ailleurs écrit ce matin sur mon compte X. S'il y a quelqu'un qui doit s'expliquer dans cette affaire, ce n'est certainement pas Bachir Fofana. Par ailleurs, certains observateurs estiment que cette affaire pourrait être liée à des différends antérieurs, connu pour ses prises de position tranchées et sa proximité avec l'ancien régime. Fofana n'a jamais caché son amertume après son licenciement de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables, où il occupait le poste de directeur de la communication. Un licenciement qu'il avait qualifié d'abusif lors d'une émission avec MNF en août 2024, quelques jours seulement après son éviction. La procédure est entachée d'irrégularités. Ils se sont appuyés sur de faux prétextes. À preuve, après m'avoir adressé une demande d'explication à laquelle j'ai répondu dans un délai de 24 heures, on m'a envoyé un huissier. Et à peine une semaine plus tard, ce même huissier est revenu me remettre une lettre de licenciement. Depuis mercredi, le journaliste chroniqueur est en garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles à la suite de ses propos sur l'achat de véhicules destinés aux députés. Cette affaire suscite une vive polémique et ravive le débat sur la liberté d'expression au Sénégal. Djibril Diallo, sur le même sujet, les voix de la presse s'élèvent. La coordination des associations de presse CAP a sollicité le président de l'Assemblée nationale pour qu'il retire sa plainte contre Bachir Fofana. Dans un communiqué, elle rappelle que cette arrestation constitue une menace pour la liberté d'informer. La CAP appelle à un apaisement, prône le dialogue et exhorte les journalistes à plus de rigueur tout en condamnant la tendance à la judiciarisation du métier. Le nouveau front Force Alternative vient de clôturer sa manifestation organisée pour dénoncer ce qu'il qualifie d'entrave à la justice et à la liberté d'expression au Sénégal. En partenariat avec le Rassemblement des travailleurs licenciés, ses membres ont battu le macadam du rond-point Liberté 6 jusqu'à celui de la Cyprès. Ils interpellent les autorités en place et les appellent à respecter la rupture qu'elles avaient promise et vendue aux Sénégalais. Nous sommes aujourd'hui en partenariat avec NFA pour cette marche contre l'injustice que sont en train de subir des Sénégalais comme nous, que ce sont Bachir Fofana, les Abdounger et tous les détenus politiques qui sont en prison en ce moment-là. Nous avons été licenciés injustement par rapport à nos différentes structures. Il y a, depuis l'arrivée de Bassirou Diomaye Diakhar Faye et d'Ousmane Sonko, il y a eu 30 633 licenciés. Et d'après le rapport d'exécution du budget, on voit que la masse salariale au niveau de la fonction publique a augmenté de 4 258 personnes et même de 100 et quelques milliards. Donc ça veut dire que le gouvernement de Bassirou Diomaye Diakhar Faye n'a pas licencié ces Sénégalais par motif économique, mais par motif politique. En licenciant les gens peut-être de l'APR, de PASTEF, des PIT ou bien de l'AFP, ils sont en train de recruter des militants de PASTEF
alors que tout Sénégalais a un droit au travail. Oui, il y a une dictature parce qu'aujourd'hui, nous avons l'événement de Bassirou tout récemment et parmi tant d'autres journalistes, Abdou Nguer et consorts, et même au niveau des démarches des procédures judiciaires, il y a une dictature. Nous, on a gentiment, c'est de la dictature si on licencie un Sénégalais sans demande d'explication, sans indemnité, et mieux le priver de son certificat de travail. Pendant ce temps, l'opposition politique continue de faire entendre sa voix. Le Front pour la défense de la démocratie et de la République, réuni au siège de Taxawu Sénégal, dresse un tableau sombre de la situation nationale. Selon ses dirigeants, le pays traverse une crise multidimensionnelle sans précédent. Ils appellent à un sursaut national pour éviter l'effondrement. La conférence des leaders du Front pour la défense de la démocratie et de la République, FDR, dresse un état des lieux préoccupant de la situation nationale. La coalition dénonce une crise multidimensionnelle sans précédent et appelle à un sursaut national contre les dérives du régime de Bassirou Diomaye Faye. Khalifa Sall et compagnie déclarent que le Sénégal, longtemps considéré comme un modèle de stabilité démocratique en Afrique, est aujourd'hui en proie à une crise politique, financière, économique et sociale. En outre, le FDR accuse le régime en place d'avoir instauré un climat de répression généralisée. La coalition met en cause l'instrumentalisation de la justice, devenue selon le FDR un outil de règlement de comptes politiques, évoquant des procédures sélectives, des décisions judiciaires controversées et des poursuites contre des opposants, des journalistes et des activistes. Sur le plan des libertés publiques, la conférence des leaders du Front pour la défense de la démocratie et de la République constate que si les manifestations pacifiques ne sont pas interdites, elles sont réprimées. Les organes de presse étouffent sous la pression fiscale et les chroniqueurs harcelés ou emprisonnés. De plus, le Front dresse un bilan économique jugé catastrophique. Il dénonce une dette publique insoutenable, un déficit budgétaire historique, une inflation galopante et un chômage massif des jeunes, le tout dans un contexte de désaccord avec le FMI. Le FDR critique aussi l'arrêt des chantiers, la mévente des récoltes, la mauvaise qualité des semences, la rareté des engrais et l'incompétence du gouvernement à accompagner le monde rural. Pour le Front, cela traduit une mauvaise gouvernance aggravée par des recrutements clientélistes. Face à ce qu'il qualifie de retour en arrière démocratique, le FDR appelle à une mobilisation générale. Il en appelle à la société civile, aux syndicats, aux partis politiques et à toutes les forces vives à s'unir pour faire barrage à cette malgouvernance du régime Diomaye Sonko et d'engager des luttes multiformes contre les dérives liberticides. Sur le plan organisationnel du changement à la tête du FDR, Khalifa Sall passe le relais à Sambassi, secrétaire général du PIT, désigné coordonnateur de la plateforme à compter du 1er juillet. Le FDR salue le bilan de Khalifa Sall et se félicite de la dynamique enclenchée depuis sa création. La passation s'est faite dans l'unanimité et la reconnaissance. Dans un tout autre registre, l'enseignement supérieur tire la sonnette d'alarme. Le syndicat autonome des travailleurs des universités et centres universitaires a tenu son 7e congrès ordinaire. Le secrétaire général a dressé un tableau préoccupant des difficultés rencontrées dans les universités sénégalaises. C'est dans un élan unitaire que s'est tenu le 7e congrès du SATUC, syndicat autonome des travailleurs des universités et des centres universitaires. Un moment historique pour le dit syndicat, sous le thème « Syndicalisme, éthique, enjeux et défis ». À cette occasion, plusieurs points de revendication ont été soulevés. Et parmi nos attentes figure la généralisation de l'indemnité de logement, figure également le problème de la retraite qui doit être revalorisé, la pension doit être revalorisée, mais également le relèvement de l'âge de la retraite à l'âge de 65 ans, la finalisation des chantiers dans les universités, l'augmentation des budgets dans les centres des œuvres et également dans les universités publiques du Sénégal. Babou Diène, représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, a quant à lui magnifié la démarche du SATUC. Je magnifie votre démarche et vous invite à ne jamais vous départir de votre capacité d'écoute et à faire de la concertation un levier essentiel
dans l'orientation de vos décisions syndicales. Le Congrès, conformément aux principes du syndicat, analyse les situations nationales et internationales, définit les orientations et donne mandat aux structures. Votre Congrès constitue un moment important dans votre trajectoire, rythmée de luttes et de réflexions intenses, de débats fructueux, fondés sur des expériences partagées. Actuellement, les centrales sont en train de travailler avec le gouvernement sur la mise en œuvre de ce pacte de stabilité. Donc, on ne peut pas évaluer ce pacte de stabilité pour le moment. Mais on attend, parce qu'il a été annoncé que dans le second semestre, ça va être réalisé. Sur le terrain de la paix en Casamance, des avancées sont en train d'être signalées à Ziguinchor. Le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, a présidé une réunion du comité de pilotage spécial du plan Diomaye pour la Casamance. Il a salué le retour progressif des populations et les efforts de reconstruction, tout en réaffirmant l'engagement de l'État pour une paix durable. Le plan Diomaye pour la Casamance, c'est deux axes. Le premier axe, c'est l'amélioration des conditions de sécurité et de retour des populations. Le deuxième axe, c'est la mise en place et l'amélioration de conditions socio-économiques favorables qui permettent, je dirais, une stabilisation définitive de la région. En termes de budget, c'est un peu moins de 54 milliards de francs CFA qui ont été prévus pour accompagner ce plan. En termes d'évaluation, notamment sur le plan des populations qui ont décidé de retourner chez eux. Au total, donc, évaluation satisfaisante du plan Diomaye pour la Casamance, engagement renouvelé de l'État pour le poursuivre, peut-être de l'étendre en termes de durée, peut-être l'élargir en termes d'assiette, en termes de spectre d'action. À l'international, la diplomatie sénégalaise s'active en visite officielle en Chine. Le Premier ministre Ousmane Sonko a été reçu par le président Xi Jinping. Ce dernier a vanté les relations sino-sénégalaises, qualifiant le Sénégal de frère et de partenaire stratégique. Sonko, de son côté, s'est dit satisfait et confiant quant au soutien de la Chine dans la mise en œuvre du plan Sénégal 2050. Dans l'actualité internationale, les violences se poursuivent à Gaza. 2 membres d'Action contre la faim ont été tués dans une frappe israélienne. Le même jour, la défense locale civile dénombrait 62 morts causés par des frappes ou des tirs. L'armée israélienne, elle, conteste une partie des accusations, affirmant ne pas avoir ciblé des civils en attente d'aide. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé ce vendredi à Washington un accord de paix historique. Ce texte vise à mettre un terme au conflit meurtrier qui ravage l'Est de la RDC depuis la fin des années 90. Une avancée diplomatique saluée par plusieurs partenaires internationaux. Une poignée de main historique entre les ministres des Affaires étrangères rwandais et congolais a conclu la signature de cet accord. C'est un moment important après 30 ans de guerre, a déclaré le secrétaire d'État américain Marco Rubio lors de la cérémonie au département d'État aux côtés de ses homologues. Les détails de l'accord doivent encore être rendus publics, mais selon des documents consultés, avant cette signature, le projet d'accord prévoyait une cessation des hostilités entre les deux armées, plus d'agressions directes ou indirectes. Les différends doivent désormais être réglés par la voie diplomatique. Cette tentative américaine peut-elle réussir là où toutes les précédentes ont échoué? En tout cas, les deux parties s'engagent à ne plus soutenir ni les forces démocratiques de libération du Rwanda, les FDLR, un groupe armé créé par d'anciens responsables Hutus du génocide des Tutsis au Rwanda, ni l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC M23. Au-delà des aspects sécuritaires, le projet de texte consacrait aussi un important volet économique. Il prévoyait un cadre d'intégration régionale, des projets structurants dans l'énergie, les ressources naturelles et les infrastructures intégrant les intérêts américains dans la région.
Nouvelle décision controversée de la Cour suprême américaine à majorité conservatrice. Elle limite désormais le pouvoir des juges de bloquer à l'échelle nationale les décisions de l'exécutif jugées illégales. Une mesure qui pourrait renforcer l'autorité présidentielle. Donald Trump s'en félicite déjà, parlant d'une gigantesque victoire. À majorité conservatrice, la Cour suprême américaine a accordé ce vendredi 27 juin une précieuse victoire à l'administration Trump en limitant le pouvoir des juges de bloquer à l'échelle nationale les décisions de l'exécutif qu'ils considèrent comme illégales. Par 6 voix contre 3, celle des 6 conservateurs contre les 3 progressistes, la plus haute juridiction des États-Unis considère que les décisions de portée nationale émises par des juges fédéraux excèdent probablement les pouvoirs conférés par le Congrès aux tribunaux fédéraux. Donald Trump a salué une gigantesque victoire à la Cour suprême américaine, a-t-il écrit sur son réseau Truth Social, tout en annonçant une conférence de presse à la Maison-Blanche. La Cour ne statue pas en revanche sur la constitutionnalité du décret présidentiel de Donald Trump revenant sur le droit du sol à l'origine de ce contentieux. L'affaire porte sur la suspension de ce décret présidentiel déclarant inconstitutionnel par les tribunaux et cours d'appel fédérales qui en ont été saisis. L'administration Trump demandait à la Cour non pas de lever la suspension du décret à ce stade, mais d'en limiter la portée aux seules personnes ayant saisi la justice, dénonçant ce qu'elle décrit comme une dérive. Enfin, place au sport avec un dénouement haletant en Ligue 1 sénégalaise qui, du Jaraaf de Dakar ou de l'Union sportive de Gorée, soulèvera le trophée. Les deux équipes sont à égalité de points avant la 30e et dernière journée du championnat. Le Jaraaf, en tête grâce à une meilleure différence de but, affronte HLM pendant que Gorée joue contre Guédiawaye Football Club. Plus de détails avec Grégoire Ngom. La 30e journée de Ligue 1 sénégalaise s'annonce palpitante avec un suspense intact jusqu'au bout. Le titre de champion du Sénégal se jouera à distance entre le Jaraaf de Dakar, actuel leader, et son dauphin l'Union sportive de Gorée. Pour soulever Dame Coupe, il faudra dompter la pression et viser l'exploit. Jeudi, à l'issue de la 29e journée, les deux équipes ont entretenu le suspense en s'imposant chacune de leur côté. Le Jaraaf et Gorée totalisent désormais 51 points chacun. Mais l'équipe de la Médina conserve un léger avantage au goal average, plus 14 contre plus 10. Un éventuel sacre du Jaraaf serait historique. Depuis l'instauration du professionnalisme en 2009, le club le plus titré du Sénégal n'a plus goûté au bonheur du titre. Pour y parvenir, les Médinois devront impérativement battre HLM ce dimanche dans un derby dakarois très attendu au stade municipal des HLM. En face, HLM 14e avec 31 points joue sa survie, mais seule une lourde défaite pourrait lui coûter sa place en Ligue 1 au profit d'Oslo FA, condamné à gagner. En embuscade, Gorée ira défier Guédiawaye FC à Yoff avec l'espoir d'un faux pas du Jaraaf. Si les deux équipes s'imposent, c'est le goal average qui tranchera, mais en cas de défaite ou de nul du Jaraaf, une victoire goréenne offrira aux insulaires un deuxième sacre depuis 2016. Le verdict tombe ce dimanche. C'est tout pour ce soir. Merci d'avoir choisi le journal de 7TV pour vous informer. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Merci de votre fidélité. Au revoir.